Bon à tous, une bienvenue au webinaire de l'IIBA Brussels Chapter. Aujourd'hui, nous voulions vous donner plus d'informations sur Big Data, Data Science et l'intelligence artificielle. Plus spécifique, quelles sont les différences, quels sont les enjeux? Veuillez ensuite donner votre avis sur le contenu en utilisant le URL que je vais mettre dans le chat d'instant. Tout d'abord, je tiens à remercier notre sponsor qui est Quaso Services. Et maintenant, Gilles Bach, consultant spécialisé en data et stratégie de transformation digitale et des organisations stratégiste consultant dans le domaine du big data, de l'IA, IoT, espace, transformation et innovation. Avec 15 ans d'expérience internationale, au cas où vous auriez d'autres questions sur le sujet d'aujourd'hui, nous prendrons un temps à la fin de la présentation où Gilles aura la gentillesse de vous donner une réponse. Gilles, soyez Oui, bienvenus. très bien. Merci Christophe. Bonsoir à tous et heureux d'être avec vous ce soir pour aborder un sujet d'actualité, mais pas toujours très clair sur les différentes significations de ces différents concepts, comme effectivement le big data, l'intelligence artificielle et la data science. Alors, je vais partager mon écran. Et merci effectivement à Christophe et au chapitre bruxellois de l'IIBA de m'accueillir ce soir pour intervenir sur ce sujet assez passionnant, alors passionnant à titre personnel et qui, j'espère, vous passionnera aussi et suscitera des questions de votre part. Pas de souci. Et donc, effectivement, nous avons déjà présenté un peu la session. Rapidement, moi-même, merci de la présentation, Christophe. Donc, effectivement, je suis stratégiste et consultant Big Data, intelligence artificielle et transformation digitale. Et plus particulièrement, j'aide les organisations à relier leurs données, leurs objectifs stratégiques et la transformation digitale dans tous les domaines et toutes les parties de l'entreprise. Je suis aussi par ailleurs instructeur en cyberéthique, c'est-à-dire l'éthique et toutes les questions éthiques qui entourent l'utilisation des nouvelles technologies et du big data et de l'intelligence artificielle en particulier. Et effectivement, j'ai eu la chance et l'expérience de pouvoir travailler dans différents pays, et en particulier Londres et actuellement la Suisse où je suis localisé à côté de Genève. Et donc aujourd'hui, nous aurons 4 parties et je commencerai par une explication avec des définitions et des illustrations de ce que sont plus particulièrement le big data et le concept de data science. Ensuite, nous ferons de même pour différencier et comprendre mieux ce qu'est l'intelligence artificielle. Nous passerons ensuite, dans une troisième partie, à des exemples et illustrations de cas d'usage, aussi bien en Big Data, Data Science que dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et nous terminerons par des ouvertures assez intéressantes, complémentaires aux 3 premières parties sur la fin. Et n'hésitez pas à chaque instant à poser des questions et à mettre vos remarques dans la box de discussion Zoom. Et Christophe les notera et on reviendra dessus plus tard. Oui, tout à fait. Voilà. Nous avons une petite question Bien pour sûr, notre public maintenant, absolument. qui est, c'est quoi pour vous le big data? Effectivement, pour commencer, Oui, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de big data? Si vous pouvez vous rendre effectivement à cette adresse menti.com, utilisez le code 4487 0821 et juste mettre en input les mots qui vous viennent à l'esprit, peut-être pour qualifier le big data.
Ou si vous avez des soucis, vous pouvez peut-être aussi le mettre dans la box de discussion, peut-être, Christophe. Oui, tout à fait. On attend un petit peu pour que les réponses qu'ils viennent. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de... C'est justement pour essayer de comprendre quels sont... Parce qu'il y a tellement de buzzwords, de mots qui sont parfois à la mode, mais on ne sait pas toujours précisément ce qu'il y a derrière. Donc, n'hésitez pas effectivement à poster. Je vois quelque chose qui arrive dans la box de discussion, Oui, des mots ou peut-être même des idées de définition que vous avez en tête pour l'instant. oui. Je vois déjà que Pacific, il donne les données personnelles accessibles à beaucoup de monde. Donc, Intéressant. n'hésite pas à utiliser menti.com en utilisant le code pour mettre base de données. Oui, trop de data pour gérer. Intéressant. On a peut-être aussi avec le big data, Big Brother, Aussi, oui, c'est un qui aspect, veut c'est vrai, c'est vrai. donner un coup d'œil aussi. Hein. Tout à fait, absolument, absolument. On laisse peut-être encore 20-30 secondes et puis Oui. on va passer à la suite. Mhm. Mais ce sont déjà des inputs intéressants, effectivement. Oui. Tout à fait. Merci pour les inputs. Je voulais dire. D'accord. Donc, je repartage mon écran, effectivement. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai posé la question, effectivement, c'est simple, c'est parce qu'on a des images ou des idées qui sont assez floues ou générales et pas toujours assez claires quand on parle de big data. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot big data? Quelle est la compréhension générale? Et en fait, effectivement, il y a une sorte de... Alors déjà, pour remettre le contexte un peu effectivement dans la situation actuelle, et je reviendrai à la signification du mot big data dans un instant. Actuellement, nous sommes dans un contexte depuis plusieurs années de transformation digitale et qui accélérait gentiment au fur et à mesure des années. Et évidemment, nous avons eu, avec la crise importante du Covid, qui a été une illustration superbe de ce que peut apporter une transformation digitale, celle-ci s'est évidemment accélérée de manière assez fantastique, hein, puisque un certain nombre d'acteurs dans la transformation digitale parlent de 2-3 ans qui ont été gagnés en l'espace de 6 mois lors des premiers mois du lockdown dû au Covid dans la plupart des pays. Et j'aimerais rajouter qu'effectivement, en plus de ce contexte de transformation digitale accélérée, il est bon de rappeler que les données, sans les données, la data, il n'y a pas de transformation digitale. Et donc, que les data, les données constituent la base, l'élément essentiel duquel part et démarre toute transformation digitale. Cependant, il est important de noter que les données sont une mine d'or inexploitée parce qu'en fait, seulement 5 à 10% des données des organisations sont exploitées. C'est ce qu'on appelle les données notamment transactionnelles, qui permettent, par exemple, effectivement, soit de passer des commandes en ligne hein, pour le domaine de l'e-commerce, ou alors de gérer des opérations en B2B entre entreprises ou à l'intérieur d'une entreprise et de faire fonctionner les process. Mais au-delà de ça, il y a une majorité de données qui sont effectivement pas toujours utiles, toutes, mais il y a une majorité de données qui pourraient tout à fait être utilisées et qui sont totalement inexploitées et qui recèlent des mines d'or en termes d'insights et d'informations de valeur pour le management des entreprises et de chaque équipe et département des entreprises. Et on reviendra dessus d'ici quelques minutes. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'effectivement, je vous posais la question de ce que pour vous représente le big data, parce qu'en fait, on a une définition mainstream en général
c'est l'explosion des données partout exponentielle, ou alors leur exploitation exponentielle, que ce soit les données privées, les données des entreprises, etc. Et en fait, plus particulièrement, puisque je parle notamment devant un public de business analystes en partie ce soir, pour donner une définition un peu plus détaillée de ce qu'est le big data, on peut parler en gros d'un cycle qui comprend toute l'utilisation et l'exploitation des données, de leur capture, stockage, structuration, de leur recherche, de l'analyse et de leur redistribution sous forme exploitable dans les organisations, que ce soit de manière manuelle ou automatisée. Et l'idée derrière cela, c'est bien sûr de dégager des informations et de la valeur factuelle et utilisable par les entreprises pour augmenter l'impact de leurs opérations. On verra ça tout à l'heure, évidemment, qu'il s'agit des opérations commerciales, des opérations internes ou des échanges avec les partenaires extérieurs. Et en fait, on dit de manière assez traditionnelle, d'un point de vue technique, que le big data est caractérisé par 5 V, si on prend en anglais, qui sont 5 piliers fondamentaux qui caractérisent le big data. En plus du fait qu'il s'agit de gérer et d'exploiter toutes les données des organisations. Et ces données et piliers importants sont notamment, effectivement, le premier, la véracité, c'est-à-dire de travailler avec des données qui sont révélatrices et qui ont été structurées et nettoyées par les data analysts, on verra ça plus tard. Donc, il faut travailler avec des données propres qui sont justes, qui sont claires, qui sont récentes et qui sont exploitables, et dont l'exploitation, du coup, donnera des valeurs tout à fait et des informations tout à fait réelles et exploitables et importantes pour l'entreprise. Ensuite, il s'agit d'exploiter des données de différents types. Les données structurées, qu'on retrouve dans les bases de données, les données non structurées, qu'on peut trouver effectivement dans des documents qui ont été scannés, dans des vidéos, parfois même, suivant le secteur, effectivement, dans des documents sonores, etc. Il est important d'utiliser et d'exploiter également ce genre de données. Donc, on part vraiment de l'exploitation de tout type de données. Ensuite, effectivement, il y a cette notion de volume. Le big data, c'est effectivement traiter beaucoup de données de tout type et de toutes sources. Et évidemment, ensuite, il y a la partie vélocité et vitesse, puisque plus on traite rapidement et parfois même en temps réel et en real time des données, plus on aura des informations intéressantes et d'autant plus pertinentes à utiliser et sur lesquelles on pourra réagir et prendre des décisions. Et ensuite, évidemment, partant des 4 premiers V, on pourra tirer de toutes ces données une valeur qui sera intéressante pour chaque équipe, pour chaque département, pour chaque fonction de l'entreprise à utiliser. Je passe maintenant effectivement au mot data science, qu'on peut aussi lier à l'analytics ou au mot analytique. Et en fait, plus particulièrement, il s'agit de la partie exploitation du big data. Donc la big data, il s'agit de capturer les données, de les organiser et aussi ensuite de les exploiter. Et pour les exploiter, on utilise notamment la data science. La data science, c'est tout simplement le fait d'utiliser toute une série de méthodes basées sur des techniques statistiques. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. La statistique, c'est une discipline mathématique qui existe depuis longtemps et qui est utilisée depuis très longtemps de manière importante par des sociétés dans certains secteurs, comme le domaine de l'assurance, avec les actuaires qui sont des statisticiens et qui font tous les jours des statistiques pour estimer les risques dans le domaine des assurances. Il y a la même chose dans le domaine bancaire, etc. Et donc, la data science, en fait, récemment, s'est développée plus particulièrement depuis 10 années dans dans tous les secteurs, au-delà des secteurs traditionnels comme la banque, l'assurance, la météo, etc.
Pourquoi? Parce que maintenant, on a une puissance de calcul et des logiciels et des environnements de programmation et de développement spécialisés dans l'exploitation statistique des données et des différentes techniques statistiques. Et cette apparition de nouvelles puissances de calcul, de ces nouveaux environnements et de ces nouvelles solutions statistiques d'exploitation des données a permis ce développement de la data science qu'on voit actuellement. Et il s'agit effectivement de faire ressortir ce qu'on appelle des corrélations entre des facteurs qui permettent de prendre de meilleures décisions dans les différents domaines de l'entreprise, comme on verra un peu plus tard dans les cas d'usage que je donnerai en exemple dans la deuxième partie de la présentation. Et plus particulièrement pour ceux qui, effectivement, ont déjà travaillé et été amenés à travailler notamment dans le domaine de la BI, dans les organisations Business Intelligence. En fait, l'analytics est constitué notamment, si on prend de manière globale, de 5 niveaux de sophistication. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau descriptif, c'est la BI classique, hein, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait aussi appeler une sorte de domaine analytique statique, où on reprend et on fait du reporting a posteriori de données, de ratios, de KPIs, pour effectivement avoir une vision d'ensemble des différentes parties de l'entreprise. Ensuite, on a le deuxième niveau qui essaye de manière granulaire de comprendre ces rapports et pourquoi il y a eu ces changements de ratio, ces détériorations, améliorations, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Ensuite, il y a un troisième niveau qui se rapporte plus justement par rapport à les définitions dont je viens de parler, c'est-à-dire la data science et les domaines analytiques avancés comme l'analyse prédictive, et qui permettent de faire des recherches corrélatives avec ces nouveaux outils dont j'ai parlé, et qui permettent justement de trouver des facteurs explicatifs au milieu de flots de données immenses pour pouvoir justement trouver des explications qui permettent ensuite de prendre des décisions plus justes que par le passé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a souvent émis des hypothèses basées sur l'expérience, les managers se basant sur leur expérience, prenaient des hypothèses qu'ils vérifiaient ensuite dans les données. Là, il s'agit de trouver des corrélations dans des données dont on n'avait parfois pas du tout idée, ou alors parfois on pensait qu'il y avait une corrélation entre certains facteurs, mais au final, cette corrélation n'était pas vraie, ou alors on la sous-estimait ou on la surestimait, mais on n'avait pas de moyen de vérifier cela. Maintenant, avec ces nouveaux outils, notamment d'analyse prédictive, hein, qui existaient déjà depuis longtemps, mais qui maintenant sont beaucoup plus puissants qu'il y a encore 10-15 ans, comme R ou R en anglais, SPSS, SAS, Python, etc. On arrive à aller beaucoup plus loin dans la recherche des facteurs corrélatifs qui permettent d'expliquer, par exemple, une augmentation ou une baisse des ventes, une augmentation ou une baisse de productivité dans un secteur de l'entreprise, etc. Ensuite, le quatrième niveau, c'est le niveau prescriptif. C'est-à-dire, ce sont des systèmes comme des engins décisionnels qui permettent d'automatiser ou de semi-automatiser la prise de décision dans les processus. Et ce niveau d'analytics se base sur les informations des 3 premiers niveaux, et au lieu de faire une opération manuelle pour prendre des décisions dans les processus, on peut rendre ces processus automatisés ou semi-automatisés en les alimentant avec les données qui proviennent des 3 premiers niveaux d'analytique qu'on voit à l'écran. Et puis le 5e niveau d'exploitation des données, évidemment, c'est tout ce qui relève de l'intelligence artificielle qu'on va d'ailleurs aborder dans un moment en termes de définition. Et donc, pour remettre tout ça en perspective, je dirais qu'effectivement, le big data, c'est l'ensemble de la collecte et de l'exploitation des données à grande échelle
dans tous les secteurs des organisations et des entreprises et toutes leurs fonctions, avec une première partie que j'appellerais le data engineering, l'ingénierie data, qui consiste en la collecte, la préparation et l'organisation de toutes les données. Et ensuite, la partie exploitation, qui est l'analytique, que je viens de décrire avec ces 5 niveaux de sophistication, et qui effectivement, à partir des données qui ont été collectées et préparées par l'ingénierie data, vont faire l'exploitation de ces données pour en retirer toutes les informations utiles à la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise. C'est donc faire ressortir des données brutes, des informations utiles à la prise de décision. Voilà pour cette première partie qui concernait le big data et la data science en particulier avec l'analytics. Je passe maintenant effectivement à la deuxième partie, l'intelligence artificielle, qui constitue dans le domaine de l'analytics et de l'exploitation des données, on l'a vu dans le schéma précédent, le 5e niveau de sophistication de l'exploitation des données. Et en fait, plus particulièrement, l'intelligence artificielle consiste en l'ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre pour créer des systèmes, des programmes et des machines qui essayent de répliquer les différentes capacités humaines et mécanismes humains de raisonnement, de comportement, et notamment que ce soit au niveau cognitif ou dans des domaines même plus physiques comme les systèmes autonomes et la robotique. Et donc l'objectif de ces algorithmes est de contextualiser, comprendre, imiter, automatiser et remplacer les actions et décisions humaines et même les amplifier. Et là, j'ai listé un certain nombre de mots-clés, effectivement, qui déterminent l'intelligence artificielle, comme la nécessité d'une multidisciplinarité entre les domaines mathématiques, les sciences cognitives, les sciences sociales, les sciences physiques, les sciences économiques, etc. Et ensuite des mots qu'on va voir dans un instant, comme le machine learning, le deep learning, et le fait qu'on utilise multiples types d'intelligence et de compétences pour répliquer donc les mécanismes humains, et qui donc qualifie les différents domaines et sous-domaines de l'intelligence artificielle. Et je dirais en fait qu'il y a 2 grandes familles d'intelligence artificielle, avec un premier type d'algorithme qu'on appelle NLP, qui signifie Natural Language Processing, et dont le but est de répliquer la maîtrise du langage naturel humain, que ce soit de manière verbale ou écrite, et donc de sa grammaire, et de sa signification et de son contenu. C'est-à-dire, ce sont des algorithmes qui sont en mesure de comprendre totalement un dialogue et l'expression humaine, que ce soit verbale ou écrite, que ce soit des livres, que ce soit des dialogues à l'oral, etc., et de complètement comprendre la grammaire d'une phrase. Et donc, il ne s'agit pas, comme par exemple faire dans une recherche Google, de comprendre uniquement d'utiliser des mots-clés et de comprendre une série de mots-clés. Il s'agit de comprendre la phrase et sa grammaire en tant que telle. Peu importe la manière dont est écrite la phrase, peu importe ce qu'elle signifie, il s'agit vraiment de comprendre le langage naturel tel que nous on l'utilise, et pas seulement des mots-clés qui sont utilisés ici et là. Et la deuxième famille d'intelligence artificielle est caractérisée par les algorithmes dits de machine learning, qui répliquent les capacités humaines à travers l'apprentissage de ces capacités, qu'il s'agisse de reconnaître visuellement des choses sur des photos ou des vidéos, de prendre des décisions dans des contextes très complexes, d'analyser des situations comme par exemple dans le domaine des voitures autonomes où il faut tout analyser, il faut analyser la route, il faut analyser le moteur de la voiture, il faut analyser ce qui se passe au niveau des autres voitures et des piétons qui se présentent à soi, etc. Donc, il s'agit de systèmes qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes et d'analyser des situations et des contextes extrêmement complexes.
Et je dirais, pour faire une différence encore plus nette entre ce qu'on appelle les algorithmes d'intelligence artificielle et ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant la big data et la data science. La data science, la data science utilise des modèles et des techniques qui sont surtout basés sur des techniques statistiques et qui se nourrissent de données structurées qu'on met en place et qu'on stocke dans des bases de données classiques. Alors que l'intelligence artificielle se base sur le développement d'algorithmes qui sont basés sur des modèles qui, en fait, décomposent les tâches humaines qu'on souhaite répliquer. Par exemple, lorsqu'il s'agit de comprendre une image ou une vidéo, il s'agit de décomposer l'image et la vidéo en différents sous-composants. Par exemple, est-ce qu'on voit une personne humaine? Et qu'est-ce qui caractérise une personne humaine? Donc, il s'agit de caractériser une tête, un corps, des bras. Est-ce que cet élément qu'on voit sur l'image, est-ce qu'il est en mouvement? Est-ce qu'il n'est pas en mouvement? Et s'il est en mouvement, il va de gauche vers la droite, d'en haut vers le bas. Donc, tous ces modèles qui permettent de caractériser les éléments qu'on peut voir, par exemple, sur une photo ou une image, si on souhaite répliquer une tâche de reconnaissance visuelle, on en crée un modèle qui ensuite constituera, à travers un apprentissage de milliers d'exemples de vidéos et de photos, un modèle d'intelligence artificielle dit de machine learning. Et c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Et donc, le big data, en fait, nourrit et supporte les algorithmes d'intelligence artificielle, mais les algorithmes d'intelligence artificielle utilisent des modèles qui décomposent les tâches de manière beaucoup plus complexe que la simple utilisation de données structurées qui caractérisent le big data de manière générale. Voilà, et donc effectivement, ensuite peut-être une précision si certaines personnes avaient ce questionnement, parce qu'on entend souvent parler de différents types d'intelligence artificielle liées au machine learning, avec une variante qui s'appelle le deep learning. Dans un cas, comme j'ai expliqué, on crée des modèles en décomposant les tâches à répliquer et en les nourrissant à travers des données qu'on étiquette, en leur mettant des labels pour essayer de comprendre ce qui caractérise le modèle, et par exemple une image dans le cas d'une reconnaissance visuelle. Et le deep learning crée une multitude, parfois infinie, de couches de réseaux neuronaux, et chaque couche transforme des données pour fournir des données qualifiées, complexes, pour une sous-dimension au réseau neuronal suivant. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir et qui permet de développer des réseaux extrêmement complexes. Et la grande différence aussi entre ces réseaux neuronaux, le machine learning, le deep learning, et ce qu'on aurait pu appeler un premier niveau d'intelligence artificielle plus sommaire qui existait par exemple en 1996 quand IBM a créé une machine qui a battu à l'époque le champion du monde de jeu d'échecs Garry Kasparov. À l'époque, l'algorithme, parce que le jeu d'échecs a un nombre très important de combinaisons possibles mais c'est un nombre limité. Et donc l'algorithme Big Blue qui a battu Kasparov pouvait, avec sa forte, à l'époque, puissance de calcul, imaginer toutes les combinaisons de puissance de calcul. Mais l'intelligence artificielle doit donner des réponses et pouvoir résoudre des situations dans des contextes de combinaisons illimitées. Et donc ça, c'est la grande différence. Et l'algorithme qui a battu Garry Kasparov au jeu d'échecs n'est pas du tout un algorithme d'intelligence artificielle au sens du machine learning et du deep learning comme on peut l'avoir maintenant avec les réseaux neuronaux. C'est une grande différence pour situer un peu les évolutions de ces 20 dernières années. Alors voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps, Christophe. En fait, Gilles, j'en ai quelques questions ici. Quels sont les cas d'usage les plus courants qu'on voit? Alors,
Ça, je pense que ça sera plutôt pour après la seconde partie. Effectivement, mais je vois le temps qui avance, donc je vais aussi accélérer aussi. Oui, Donc, s'il n'y a pas de questions en particulier, ah oui, d'accord, sur la partie machine, enfin, intelligence artificielle. Alors, je vois une question, oui, effectivement. il y a aussi une autre question de Philippe. Comment choisir l'approche data science, machine learning, deep learning pour une question spécifique? Est-ce qu'il y a des directives? Alors, on verra ça justement dans la deuxième partie, mais effectivement, c'est une excellente question. Je dirais, en gros, pour quand même peut-être donner un premier élément rapide, tout ce qui relève de la data science et donc des statistiques dites classiques, on va dire, ce sont des réponses à des questions précises. Alors que que tout ce qui relève des algorithmes d'intelligence artificielle, ces algorithmes d'intelligence artificielle tentent de répondre à des situations et des questions infiniment plus complexes et dont les réponses ne sont pas uniques et finies, je dirais. Et effectivement, il s'agit aussi de répliquer donc toutes les capacités et raisonnements humains pour ce qui relève des algorithmes d'intelligence artificielle, alors qu'il s'agit de questions un peu plus directes et fermées auxquelles on peut répondre dans le cadre de tout ce qui relève de la data science. Mais je vais y revenir avec les cas d'usage et ça répondra aussi à la question. Mhm. Voilà. Alors, je passe à Merci bien. la partie numéro 3, qui justement va aborder les cas d'usage. Je vais faire une Ah bon, ok. différenciation. Et ça tombe bien entre les cas d'usage liés au big data et à la data science et les cas d'usage plus spécifiques justement à l'intelligence artificielle. En gros, effectivement, l'idée de la data science et du big data, c'est de transformer des données brutes en informations exploitables à travers effectivement les opérations d'ingénierie data pour structurer les données, désiloter les données, croiser les données pertinentes ensemble et qui font sens de croiser, et ensuite effectivement d'en retirer ce qu'on appelle en anglais des insights et des corrélations en termes statistiques qui permettront à un spécialiste business dans chaque fonction de l'entreprise, dans chaque domaine de l'entreprise, dans chaque équipe ou même sous-équipe ou même dans des rôles individuels très spécialisés, qui permettront ensuite d'en faire ressortir des interprétations et d'en ressortir des leçons actionnables pour la conduite de leurs opérations. Ceci permettra ensuite, si on élargit ça de manière plus structurelle, en passant d'une initiative tactique à une initiative plus structurelle, ensuite de passer à l'amélioration des process existants ou effectivement des prises de décision générales ou spécifiques dans la fonction ou dans l'équipe ou dans le département de l'entreprise considérée. Et à la fin, effectivement, ça doit aboutir à des améliorations de différents résultats opérationnels, financiers, de satisfaction dans tous les domaines, comme on va pouvoir le voir dans un instant. Donc évidemment, on ne fait pas de la data science juste pour le buzz et pour pouvoir le faire, pour pouvoir le faire ou pour vouloir le faire ou pour suivre la mode. C'est parce qu'il y a des raisons et des résultats très spécifiques qu'on peut obtenir dans tous les domaines. Et donc, quels sont par exemple les principaux objectifs pour lesquels on crée des cas d'usage dans le domaine de la data science et du big data? Et ça, c'est juste une liste non exhaustive, mais les principaux objectifs sont bien évidemment, par exemple en termes commercial et marketing, d'augmenter le revenu, d'augmenter le nombre de clients, d'améliorer et d'enrichir les processus opérationnels internes, évidemment aussi d'optimiser les coûts et les opérations,
d'avoir une meilleure connaissance du marché, des clients, des opérations, comme on va pouvoir le voir dans des exemples que je citerai dans un instant, d'améliorer évidemment aussi l'expérience utilisateur en interne ou des clients en externe, et de renforcer les contrôles et effectivement tout ce qui relève de la compliance, de la conformité, la sécurité dans les entreprises. L'exploitation des données à travers la data science et le big data en général permet aussi de créer de nouveaux business models pour les entreprises qui sont basées sur leurs données et de créer des services qui n'existaient pas jusqu'alors, qui seront utiles à leurs clients ou en interne, et globalement, à la fin également, de booster ce qu'on appelle la boucle d'innovation et l'amélioration continue en ayant une information en temps réel sur beaucoup plus d'indicateurs de ce qui se passe dans l'entreprise en général, dans une fonction en particulier, dans un département ou même dans une équipe très spécifique par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et du coup, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh ben de manière concrète, ce qu'on ne faisait vraiment pas beaucoup et de manière insuffisante jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que je disais en démarrage de cette présentation que seulement 5 à 10% des données sont vraiment exploitées comme il le faut dans les entreprises. On peut beaucoup plus désiloter et croiser, et même ce qu'on appelle polliniser, comme une abeille qui va butiner différentes fleurs pour amener le miel à la ruche. On peut croiser beaucoup plus de données entre elles et désiloter pour croiser beaucoup plus de données, de systèmes et de bases de données et d'ensemble de données d'une base de données avec ceux d'un autre système pour faire sens et avoir une meilleure vision et compréhension de ce qui se passe. Par exemple, très souvent, des systèmes de facturation ne sont pas forcément croisés avec des bases de données des services clients. Et donc, du coup, il y a des corrélations qu'on peut faire en remarquant que des clients qui payent mal ou qui payent moins bien ou avec de plus en plus de retard sont aussi les clients qui se sont le plus plaints auprès, par exemple, d'un service client ou d'un service technique chez un opérateur téléphonique. Et ça, ce sont des corrélations qu'on peut obtenir en croisant et désilotant ces données et en y appliquant des techniques statistiques. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne comprend pas un certain nombre de phénomènes comme ceux-là qui sont pourtant parfois simplement de bon sens. Donc, désiloter pour croiser les données, c'est une part importante des cas d'usage qui permettent d'augmenter l'exploitation des données et les informations qu'on en retire. Ensuite, il y a aussi d'utiliser les nouvelles capacités techniques de data engineering pour avoir plus d'informations et de rapports ou de visibilité des informations en temps réel, de développer le self-service en termes de données dans les fonctions et les métiers pour qu'il n'ait pas besoin forcément d'attendre 3 semaines qu'une équipe de reporting s'en charge. Alors, on reviendra aussi sur les rôles et je ne veux pas faire peur aux personnes qui travaillent dans le BI et reporting classique, mais elles pourront s'atteler à d'autres tâches si on développe par exemple le self-service en domaine de data. On peut augmenter la granularité des data et la disponibilité des données pour comprendre mieux les phénomènes dans les anciens reporting BI en rajoutant une interactivité plus élevée dans la granularité des données pour essayer de comprendre en cliquant dessus pourquoi telle donnée a changé ou s'est dégradée, etc. Cette granularité, on peut l'augmenter, etc. Et ensuite, on peut effectivement continuer d'exploiter les données encore plus, justement en utilisant des données qu'on ne regardait pas, qu'on avait oubliées, sous-estimées. On peut aussi digitaliser des données non structurées. Par exemple, dans les domaines des assurances, combien de scans, de formulaires écrits à la main qui ont été scannés ne sont pas utilisés ou seulement partiellement. Alors, soit on peut en automatiser le traitement pour gagner en productivité avec un process de reconnaissance OCR pour ensuite transformer les données non structurées en données structurées, mais ensuite, on peut aussi exploiter plus de ces données dans des bases de données et comme elles sont devenues structurées en les mettant et en les croisant avec d'autres données structurées, ce qui est fait insuffisamment. On peut automatiser ces échanges, les processus, etc., à travers des engins
décisionnel, par exemple, effectivement. Et si on applique des techniques statistiques d'analyse prédictive et corrélative, ça nous permettra de trouver des facteurs, comme je vais le montrer dans un instant, entre des choses dont on n'avait pas idée jusqu'alors. Donc, si on prend justement des exemples ici, je vois le temps qui avance, mais effectivement, on va arriver sur la fin de la partie cas d'usage. Qu'il s'agisse de l'enrichissement des données, du croisement des données que j'en ai parlé, de systèmes de recherche approfondis pour faire plus de recherches et de meilleures recherches dans les systèmes d'information des entreprises, ou alors de créer des vues à 360 degrés qui présentent toutes les informations d'un client. Exemple, si vous êtes dans un service client, le service client, c'est un des domaines dans lequel on peut créer le plus facilement, le plus de valeur ajoutée en termes de croisement des données et de visualisation à 360 degrés de données sur un client. Si vous avez par exemple une vue unique pour un agent de service clientèle avec les données générales du client en haut à gauche, par exemple, le résumé de tous ces achats sur les 3 dernières années, la tendance si les achats sont en augmentation ou en baisse, la liste de tous les derniers contacts avec le client, une qualification positive ou négative des contacts avec le client, si le client était satisfait ou pas satisfait, etc. Et quelques indicateurs d'analyse prédictive, par exemple basés sur l'historique client et sur ses habitudes, sur qui est le client. Est-ce que c'est une personne célibataire avec des enfants, ou c'est une personne sans enfants, ou c'est un couple avec 3 enfants proche de la retraite qui vient de démarrer dans la vie. Toutes ces informations permettent de créer des recommandations à travers des engins décisionnels pour, par exemple, faire ce qu'on appelle en anglais de l'upselling ou du cross-selling, pour vendre des produits complémentaires aux produits qu'il y a déjà, pour leur vendre de nouveaux produits, ou au contraire, déterminer si le client est, par exemple, à risque de partir parce qu'il n'est pas satisfait. Et on peut prendre les informations des précédentes commandes, de son historique de commande, mais aussi de ses précédentes interactions avec le service clientèle. Si maintenant il n'était pas satisfait lors des dernières interactions, on peut effectivement modeler tout ça à travers des indicateurs qui peuvent déterminer si le client est globalement satisfait ou pas, s'il est à risque de partir chez la concurrence ou pas, à travers différents signaux forts et signaux faibles. Et en voyant ça sur un seul écran, l'agent de service clientèle peut par exemple tout à fait effectivement déterminer en 1 seconde, en voyant une couleur verte, orange ou rouge, si le client est à risque, et s'il a risque, peut-être même avoir un engin décisionnel qui propose 2-3 offres promotionnelles pour garder le client, pour le satisfaire et combler peut-être son insatisfaction des appels précédents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait approfondir dans une autre session, hein. Mais ça, c'est un exemple quand même assez riche de ce qu'on peut faire avec effectivement la data science, le croisement de données qu'on ne fait pas suffisamment, de tout mettre sur un seul écran pour avoir une vue à 360 degrés en temps réel, et en plus y rajouter des indicateurs basés sur l'analyse corrélative et prédictive à travers l'utilisation de techniques statistiques avancées. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire, par exemple. Ce que je disais, l'engin décisionnel qui fait des recommandations, ça peut s'appeler notamment, c'est le principe en anglais NBA, non pas dans le domaine du basket, mais ça veut dire next best action. Quelle est la prochaine meilleure action ou recommandation à faire dans une situation, par exemple pour conseiller un client, ou par exemple pour prendre une décision opérationnelle dans un process de fabrication. Ça peut aussi se faire dans tous les domaines. On peut détecter plus facilement les fraudes avec tout ce que j'ai indiqué, en utilisant des indicateurs corrélatifs et d'analyse prédictive basés sur des signaux faibles ou des signaux forts, basés sur l'historique des données clients, des données internes, des données opérationnelles,
on peut effectivement créer toute une série dans tous les domaines de l'entreprise, dans les domaines commerciaux, marketing, dans les domaines de la finance, du recouvrement des dettes et de la trésorerie, dans le domaine du procurement, des achats. Donc, dans tous les domaines de l'entreprise, comme évidemment dans le domaine de la direction générale, on peut vraiment mettre en place une infinité, ça c'est vraiment des exemples, on peut créer une infinité de cas d'usage liés à l'utilisation de la big data et de la data science. Je passe maintenant, vu que le temps effectivement avance, aux différentes fonctions de l'intelligence artificielle. Les différents, tout à l'heure, j'ai parlé de la définition de l'intelligence artificielle qui essaye de répliquer les mécanismes, les comportements et les capacités humaines, et on le voit effectivement à travers les différentes fonctions de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse effectivement de la reconnaissance et la compréhension du langage humain en lisant des textes, par exemple, pouvoir lire les études médicales, textuelles, je veux dire, ou pouvoir comprendre et lire les études médicales avec les chiffres, les données médicales. Ça fait partie, effectivement, pour l'un, comprendre les textes du Natural Language Processing, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ou l'utilisation de systèmes et la création de systèmes experts, ou de machine learning. Ensuite, il y a la robotique, effectivement, avec les systèmes autonomes que je donnais aussi en exemple, où il s'agit de créer une série de systèmes qui vont créer un système global articulé autour de sous-systèmes. Par exemple, une voiture autonome doit avoir un système visuel qui comprend ce qui se passe sur la route à 360 degrés et même au-dessus, en dessous de la voiture, et comprendre ce qui se passe sur la route, comprendre les autres acteurs sur la route, les autres voitures, camions, les piétons, une chaise qui tomberait d'une voiture surchargée devant soi et tout d'un coup arriverait sur le pare-brise, etc. Mais il s'agit aussi, effectivement, donc c'est des systèmes complexes qui doivent analyser tout un tas de choses. Et bien sûr, le système doit aussi analyser la voiture elle-même, le moteur, la direction, et si tout fonctionne bien au niveau de la voiture. Ensuite, ben, évidemment, il y a beaucoup de cas d'usage qui sont liés à la reconnaissance visuelle de photos pour caractériser et comprendre ce qu'est une photo. Donc, au lieu de faire ça manuellement, par exemple, de caractériser une photo en reconnaissant ce qu'une personne est en train de faire sur une photo, quel est le décor et le background autour d'elle. Est-ce que c'est dans la nature? Est-ce que c'est dans une chambre? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est la nuit, le jour, etc. Donc, ce genre de choses, ça peut être automatisé à travers des algorithmes d'intelligence artificielle ou, par exemple, effectivement, on peut aussi avoir de l'analyse vidéo. Par exemple, la police peut mettre en place des caméras vidéo, évidemment, comme c'est le cas depuis 10, 15, 20 ans dans les grandes villes. Mais vu le nombre de caméras, les centaines de milliers de caméras qu'il y a dans les grandes villes, les agents ne peuvent pas tout voir en même temps. Donc, on peut mettre en place et créer des algorithmes qui vont analyser en direct et en temps réel les images des différentes caméras. Et dès qu'il y a des événements qui sortent de l'ordinaire, avec peut-être beaucoup de monde qui arrive sur une caméra, ou alors beaucoup d'agitation, ou par exemple une personne qui est en train de marcher et qui s'écroule, au lieu de continuer à marcher, elle s'arrête et elle tombe par terre, et des algorithmes qui permettent de qualifier et d'analyser ce changement d'état entre une arrivée massive de personnes sur une place ou une personne qui était en train de marcher et qui, au lieu de marcher, tombe tout d'un coup sans aucune explication, en qualifiant ce genre d'événement, ou par exemple une bagarre, ou une personne qui se fait agresser, en caractérisant à travers les modèles et l'apprentissage de machine learning, ce genre de situation, ce sont des cas d'usage qui peuvent être extrêmement utiles pour accélérer et amplifier l'action humaine, parce qu'on n'a pas, si on a 1000 caméras et qu'on a 5 personnes qui surveillent le centre de Bruxelles la nuit, ils ne peuvent pas surveiller chacun en temps réel de son caméra, et des algorithmes d'intelligence artificielle pourront faire ça. Et ensuite, évidemment, on a les systèmes experts ou de planification d'optimisation qui permettent d'optimiser toute une série de processus complexes dans des engins décisionnels, qui permettent aussi de faire du speech to text, c'est-à-dire de faire de l'analyse
de dialogue en direct, d'analyser des conversations téléphoniques, de personnes, par exemple, qui appelleraient un service téléphonique d'urgence et qui auraient des problèmes, peut-être de prioriser les appels téléphoniques vers, vers les centres d'urgence, ou alors effectivement de remplacer certains, ou de supporter ou d'aider les agents de service clientèle, que ce soit à travers un live chat et aussi au téléphone plus tard, mais pour l'instant, on a des systèmes effectivement de live chat qui peuvent être assez élaborés et aller au-delà de la simple reconnaissance de mots-clés pour comprendre un peu mieux les phrases et de comprendre le contexte et de prioriser les demandes qui arrivent par live chat et de commencer à répondre de manière plus intelligente aux clients, ce qui décharge les agents de service clientèle. Et lorsque ça devient vraiment un peu plus complexe, on transfère à ce moment-là, le système transfère directement la demande à l'agent de service clientèle humain. Mais plus tard, on n'arrivera de plus en plus, au fur et à mesure, à répondre à des sollicitations et des questions de plus en plus complexes, en fait. Donc là, effectivement, on a d'autres différents sous-domaines de l'intelligence artificielle qui sont présentés, le robot conversationnel dont je parlais, le raisonnement machine, la représentation des connaissances, parce qu'effectivement, les services d'intelligence artificielle, en comprenant les connaissances, en étant capable de lire des études scientifiques, médicales, des encyclopédies, des articles même généraux de journaux, peuvent synthétiser une situation, peuvent synthétiser un article et les points les plus importants, peut-être même, certains systèmes peuvent même, à partir d'une dépêche et d'un communiqué de presse, par exemple de l'agence France Presse ou Reuters, peuvent tout à fait même écrire un article en prenant plusieurs communiqués de presse ensemble, en les synthétisant et en écrivant un nouvel article avec des informations qui viennent d'autres articles pour en écrire un article un peu plus, comme le ferait un journaliste, un peu plus détaillé. Et ça commence à venir aussi en termes de système expert, par exemple. Donc effectivement, il y a différentes applications, le Natural Language Processing, comme je disais, les systèmes experts, les réseaux neuronaux pour simuler le raisonnement humain et prendre des décisions complexes dans des systèmes et des process complexes, et notamment dans le domaine de la cybersécurité. Ça peut être effectivement très utile pour analyser des dizaines, des centaines de milliers, des millions d'informations et de data points pour vraiment visualiser tout ce qui se passe dans une infrastructure informatique, pour établir, évaluer ce qui est normal, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui est défini, ce qui n'est pas défini, et commencer à pointer effectivement quels sont les risques, et ensuite aussi, de manière automatisée, pour les systèmes les plus évolués en ce moment, commencer à prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on coupe comme accès, qu'est-ce qu'on ne coupe pas comme accès, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on qualifie comme étant en zone sécurisée, qu'est-ce qu'on qualifie en étant zone à risque, ou qu'est-ce qu'on qualifie en étant zone rouge et on qualifie comme étant une attaque, et qu'est-ce qu'on prend comme qu'est-ce qu'on prend comme qu'est-ce qu'on active, qu'est-ce qu'on actionne comme décision en temps réel, ou qu'on recommande au directeur sécurité, ou responsable sécurité qui est en charge de la surveillance à ce moment-là, par exemple. Voilà, donc tout ça peut aussi s'appliquer à des systèmes experts pour contrôler des systèmes de trafic extrêmement complexes de mégapoles, de très grandes villes, parce qu'effectivement, ce qui se passe à un feu rouge va impacter tous les autres feux rouges, mais en même temps, on peut essayer d'optimiser, si c'est possible, par exemple les feux rouges en adaptant leur durée, en réduisant leur durée, peut-être pour faire baisser la pollution. Et à l'inverse, pour faire repartir le plus rapidement possible les voitures en cas de bouchon aussi. Donc, de créer des systèmes experts qui peuvent, en temps réel, et beaucoup plus rapidement que ne le ferait une personne humaine, prendre des décisions
en temps réel sur des systèmes complexes. Voilà. Donc maintenant, très rapidement, je vois le temps qui avance, effectivement. Je vais aborder 3 aspects complémentaires à ce qu'on a commencé à parler, à ce que j'ai commencé à présenter dans cette session. En fait, en tant que business analyst, vous devez déjà connaître ces rôles, mais clarifions-les un petit peu rapidement. En fait, le nombre de rôles est assez précis et spécifique dans le domaine, que ce soit dans le domaine du big data ou de l'intelligence artificielle. En fait, on a besoin de data analystes qui vont faire comme ce qui existe déjà dans les entreprises, l'analyse de données, et vont être en charge effectivement de faire du reporting et peut-être même du storytelling, comme c'est le cas en ce moment, et de la visualisation pour les différentes fonctions métiers. On a aussi les ingénieurs data ou les gens de l'IT qui existaient déjà, mais qui deviennent de plus en plus importants et qui doivent se spécialiser ou revenir vers une spécialisation plus dans le data engineering peut-être, qu'ils ne le faisaient parfois dans le passé, pour justement travailler de plus en plus sur ces plateformes et ces nouvelles solutions qui permettent de générer des data plus en temps réel, de croiser et de désiloter les systèmes et les données et de les croiser beaucoup plus qu'on ne le faisait jusqu'à maintenant. Ensuite, le troisième type de rôle qui est important, c'est effectivement ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont les data scientists, c'est-à-dire les statisticiens, des mathématiciens qui vont travailler sur des outils et des environnements de genre R ou R en anglais, Python, SPSS, SAS et autres, ou alors effectivement les outils intégrés dans le cloud, que ce soit Azure Machine Learning ou Azure Cortana, ou alors dans les autres sous-composants spécialisés en data science et en big data chez Amazon et chez Google en particulier. Et ensuite, on a les spécialistes à proprement parler des algorithmes d'intelligence artificielle, qui sont vraiment plus spécialisés encore un cran au-dessus dans le développement de modèles de machine learning et de deep learning. Et ensuite, on a les rôles complémentaires dans les équipes, mais qui sont toujours encore très, très importants, évidemment, c'est-à-dire les BA, les business analysts généralistes, ou qui ont une exposition data et une spécialisation data un peu accrue par rapport à ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Les spécialistes métiers dans chaque fonction d'entreprise, dans chaque département et dans chaque équipe, qui vont avec en collaboration, en tandem avec les data analysts, les ingénieurs, les data scientists et les BA, interpréter toutes les informations, les corrélations et les insights qui sortiront de l'analyse des données dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut d'abord les aiguiller pour leur préciser, évidemment, parce que chaque cas d'usage part d'objectifs spécifiques. On part toujours encore des objectifs stratégiques et généraux de l'entreprise et des objectifs spécifiques de chaque fonction, de chaque département, de chaque équipe et de chaque rôle. Et en partant de ces objectifs, on détermine des cas d'usage qui seront prioritaires et on va déterminer quelles sont les données qui vont être utiles à collecter, à croiser. Et ensuite, quand ces données ont été croisées, collectées, mises ensemble et travaillées à travers les modélisations et les modèles statistiques par les data scientists, ça donnera toute une série d'informations extrêmement intéressantes à travers des corrélations et des insights qui seront à ce moment-là interprétés, contextualisés, interprétés et dont les leçons de ces insights interprétés seront mises en œuvre pour les décisions et l'amélioration des processus par les spécialistes métiers. Et ensuite, je dirais rapidement qu'on peut aussi rajouter un rôle qui n'existe peut-être pas suffisamment, c'est de créer dans chaque équipe
même si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément spécialisé dans les données, un rôle de data steward pour être au courant au courant de toutes les données qui sont importantes et qui rentrent dans le domaine d'une fonction de l'entreprise ou qui concerne un département d'une entreprise ou une équipe à l'intérieur d'un département de l'entreprise. Que dans chaque équipe, il y a un data steward qui se charge d'identifier, de suivre, mettre à jour et de qualifier et d'utiliser au mieux les données disponibles pour son département, pour sa propre équipe. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il convient de mettre en place de plus en plus. Et ensuite, effectivement, au niveau de l'organisation, on peut avoir des équipes spécifiques de data scientists qui sont organisées en centres de compétences ou d'excellence, et donc soit au niveau global de l'entreprise de manière centralisée, qui serviront les demandes des différentes fonctions, domaines, départements et équipes de l'organisation, ou soit qui seront parfois directement intégrés aux fonctions particulières ou aux départements particuliers de l'organisation si elles souhaitent, si ces fonctions et ces départements souhaitent le faire et aller encore plus loin dans l'utilisation de la data science. Voilà. Un dernier slide rapide avec des aspects éthiques, puisque je suis aussi instructeur en cyberéthique et plus particulièrement donc dans l'éthique des données, de leur utilisation par le big data et l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a cette importance qu'on connaît depuis la RGPD, le GDPR, de la confidentialité des données et du consentement. Il faut ajouter à cela qu'il est important, à la fois d'un point de vue éthique, mais pour avoir des informations qui sont pertinentes à traiter dans l'entreprise, qu'il faut faire attention au biais des données entrantes, il faut bien faire un bon nettoyage et une bonne sélection des données entrantes avant de les intégrer dans des analyses corrélatives et d'analyses prédictives. Ensuite, les modèles développés par soit les data scientists, soit dans l'intelligence artificielle, doivent aussi être étudiés de près en termes de conception afin d'éviter qu'il y ait des biais dans la conception même des algorithmes. Et il faudra revérifier, après avoir déjà fait un nettoyage des biais des données entrantes et des algorithmes eux-mêmes, de voir à la sortie quels sont les résultats à la sortie et les inputs à la sortie pour voir s'il n'y a pas des biais qu'on aurait oubliés. Voilà. Et ensuite, il est important d'avoir une transparence des algorithmes aussi bien en interne pour bien comprendre ce qu'on fait et ce qui se passe, qu'en externe, d'un point de vue éthique par rapport aux clients et aux parties prenantes externes. Voilà, et donc de conserver toujours dans toutes les étapes du processus de data science, d'intelligence artificielle et big data, de conserver et de donner une importance à la supervision humaine et à la responsabilité humaine à chaque étape de l'exploitation des données, de la sélection des données, de leur traitement à travers des modèles statistiques ou d'intelligence artificielle, et ensuite à travers les résultats qui en résultent et de leur utilisation et de leur interprétation. Et ensuite, effectivement, il faut faire attention d'un point de vue plus global aux impacts sociétaux et sociaux de l'intelligence artificielle et de l'automatisation sur nos sociétés. Ça, c'est une question qui est un peu plus ouverte. Hein, et les enjeux, puisque c'était aussi le titre de cette présentation. Il s'agit donc d'exploiter au-delà des 5 à 10% des données exploitées actuellement par les organisations. On peut en exploiter bien plus parce qu'il y a beaucoup de données qu'on n'utilise pas, auxquelles on ne pense plus, qui ne sont pas mises à jour, qui ne sont pas nettoyées ou qu'on ne croise pas, qui sont oubliées dans un système et qu'il faut désiloter pour croiser avec d'autres données. Ensuite, il faut faire aussi attention, je dirais, au niveau plus global actuellement, à ne pas se laisser distancer par les grands blocs géopolitiques que nous connaissons tous, d'un côté vers l'Asie et de l'autre côté de l'Atlantique, pour que nous, en Europe, nous ne nous fassions pas dépasser parce que ces deux blocs investissent massivement dans ces domaines-là, que ce soit la data science, le big data et l'intelligence artificielle. Et il faut éviter absolument que nos organisations se laissent dépasser. Comme je l'indiquais dans le slide précédent, veiller à une utilisation
juste, éthique et sans biais des données entrantes, sortantes et des algorithmes d'exploitation de ces données. Et enfin, tout cela, utiliser ces données et toutes ces méthodes d'exploitation de data science et d'intelligence artificielle doivent permettre d'enclencher une boucle vertueuse de développement des organisations, des connaissances en général et je dirais même à la fin d'amélioration de nos conditions de vie à tous dans tous les domaines. Voilà, que ce soit dans la vie publique ou à travers les services des entreprises privées. C'est le but en tout cas, qu'il y ait une utilisation positive avec une amélioration positive de toutes nos conditions de vie. Donc ce n'est que le début, puisque pour une dernière image, je dirais qu'on se situe actuellement dans le développement de la data science, du big data et de l'intelligence artificielle, comme dans le développement du chemin de fer aux États-Unis dans les années 1870-1870. Il y avait déjà pas mal, on parlait beaucoup de chemin de fer, il y avait pas mal de voies de chemin de fer, de sociétés de chemin de fer et de locomotives partout aux États-Unis. Mais en même temps, ce n'était vraiment que le début, puisque si on compare les chemins de fer maintenant par rapport à 1870-1870, ça n'a rien à voir, même si on en parlait déjà beaucoup. Donc maintenant, c'est à nous de transformer, d'être conscients des risques et de transformer ces risques en opportunités pour développer à la fois nos organisations et la société en général vers une amélioration de nos entreprises, de nos organisations publiques et de la société en général. Voilà. Pour ma part, et je fais un peu de publicité en indiquant, comme je le disais, que je suis instructeur en cyberéthique, en cyberéthique, et on pourra vous remettre un lien vers un cours qui commence en septembre 2022, si ça vous intéresse, à travers une ONG, une organisation non gouvernementale basée à Genève qui s'appelle Globethics et qui est spécialisée dans le développement des bonnes pratiques éthiques en général dans les entreprises en particulier et de manière appliquée en leadership responsable ou en cyberéthique, comme c'est le cas ici. Donc, si ça vous intéresse, je peux partager avec vous le lien un peu plus tard. Et donc, voilà, j'ai terminé ma présentation sur le big data et l'intelligence artificielle. Ok, bien, un grand merci, Gilles, pour votre présentation. On a reçu quelques questions. Pacifix demande, est-ce au BA de s'occuper de l'aspect éthique ou plutôt au service juridique de l'entreprise? C'est une excellente question. Il y a deux aspects. Et l'éthique, c'est aussi ça. C'est-à-dire que l'éthique, ça relève à la fois du respect normal, tout simplement des lois, des réglementations, c'est le niveau 1. Et il y a un niveau 2 qui relève plus de la morale, morale personnelle, morale de l'organisation dans laquelle on évolue, morale de la société ou du pays ou de l'environnement dans lequel on évolue. Donc je dirais que ça relève d'une part effectivement du service juridique, parce qu'effectivement il y a de plus en plus de lois et de réglementations qui réglementent tout ce qui relève de l'utilisation des données des entreprises, à travers évidemment, comme on le sait déjà maintenant depuis 2018, bientôt 4 ans, avec l'exemple de la RGPD, GDPR. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir au niveau européen, une réglementation il y a quelques jours qui parle un peu plus, qui relève un peu plus des réseaux sociaux et de la modération de ce genre de services, etc. Et des grandes sociétés genre les GAFAM. Et il y a aussi effectivement des réglementations en préparation par rapport à la transparence des algorithmes de manière générale, des algorithmes d'automatisation de data science ou des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en train de sortir et comme souvent, et quelque part on a cette chance-là, c'est assez
c'est mené de manière assez pionnière par l'Union européenne. On a cette chance-là et ils font un assez bon travail. Donc cet aspect-là est à suivre par l'aspect juridique, par le service juridique de l'entreprise. C'est-à-dire, d'une part, suivre ce qui existe et d'autre part, suivre ce qui est en discussion et ce qui risque de venir de manière peut-être un peu plus proactive. Et ensuite, il est important que les gens à proprement parler qui mettent en œuvre tout cet aspect du big data, c'est-à-dire de collecte des données, de structuration, nettoyage et préparation des données, donc l'ingénierie data, puis de l'exploitation des données, c'est-à-dire effectivement l'utilisation des données nettoyées et structurées à travers des techniques statistiques, des algorithmes de data science ou des algorithmes d'intelligence artificielle, des développeurs ou les spécialistes de ces algorithmes, que ce soit les data engineers, les statisticiens data scientists ou les spécialistes des algorithmes d'intelligence artificielle, ces personnes-là également doivent non seulement être conscientes de toute la réglementation dont le service juridique doit être au courant et le service juridique doit former peut-être tous ces rôles-là à la réglementation pour être certain que les réglementations sont suivies et appliquées. Mais en plus de cela, je dirais qu'elle doit être proactive par rapport aux aspects que j'ai mentionnés pour éviter les biais, pour justement éviter des situations éthiques discutables et qui pourraient nuire à l'image et à la réputation de l'entreprise aussi, parce qu'ensuite c'est aussi ça le risque, hein, s'il y a des problèmes à cause de biais éthiques, que ce soit à travers les données entrantes ou à l'intérieur des algorithmes ou à travers des résultats et de l'exploitation des résultats des algorithmes qui donnent des situations problématiques, ça pourrait porter atteinte à la réputation de l'entreprise. Donc, il y a la partie réglementation et il y a la partie proactive, éthique, morale, où je dirais il faut aller plus loin et faire attention aux biais. Ok, merci bien. Je vois que Philippe, il dit une très claire et intéressante présentation. Il se demande aussi, il y a beaucoup de rôles liés à Big Data, Data Science, etc., où il faut commencer. Très bonne question également. Je dirais, bon, dans la plupart des organisations, on a déjà le rôle de data analyst. Soit parce qu'ils sont déjà data analyst, ou ce sont des personnes qui s'occupent de la BI, business intelligence, etc. Il faudrait rajouter... Oui, d'accord. Et je dirais que ces personnes-là, effectivement, sont essentielles et soit effectivement ces personnes-là, et un certain nombre d'entre elles, commencent déjà par curiosité personnelle ou parce qu'effectivement elles sont parfois un peu également, comment dire, poussées positivement par les entreprises ou parce qu'on leur propose des formations, pourraient commencer à s'upgrader pour aller plus aussi vers des compétences de data science. La même chose pour les personnes qui faisaient déjà un peu de la data engineering, mais qui peut-être doivent s'upgrader un peu plus vers des technologies et des techniques un peu plus avancées, plus récentes et qui permettent d'aller un peu plus loin dans l'exploitation des données ou dans la collecte et le croisement des données. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on peut commencer à utiliser les services de data scientists à proprement parler, c'est-à-dire de spécialistes de la data science, de toutes les techniques statistiques, de tous ces environnements que j'ai cités qui s'appellent R, Python, SPSS, SAS ou les composants intégrés au cloud d'Azure, Microsoft, d'Amazon, AWS ou de Google, etc. Et soit on peut, à ce moment-là, utiliser des services de data scientist de manière tactique et sur des projets spécifiques et sur des missions ou avec des objectifs spécifiques,
en freelance, par exemple, ou alors, effectivement, en embauchant en interne de manière plus systémique. Et l'idée, c'est de déterminer, de partir, par exemple, effectivement, d'un cas d'usage limité et qu'on appellera tactique, en définissant, en déterminant un objectif opérationnel ou un problème opérationnel, un objectif opérationnel dans une fonction particulière, dans un département particulier, dans une équipe particulière qu'on aimerait résoudre. Par exemple, une société dans le domaine des télécoms pourrait se dire, effectivement, comme l'un de leurs problèmes particuliers, c'est de conserver leurs clients parce qu'il y a beaucoup, les marchés sont matures hein, dans le domaine de la téléphonie mobile, des télécoms en général. C'est difficile, il est difficile de gagner de nouveaux clients. Par contre, il est important de maintenir les clients existants. Donc, on pourrait effectivement créer un cas d'usage qui identifierait les clients qui sont les plus à risque d'aller à la concurrence, de les identifier et d'identifier les facteurs corrélatifs avec toutes les données clients, les historiques des clients, les historiques des appels ou services clientèle, les historiques des réponses ou d'absence de réponse aux offres promotionnelles, etc., si la facture elle descend et monte, etc. Donc, de créer avec un data scientist un cas d'usage d'analyse prédictive et corrélative pour identifier quels sont les clients chaque semaine, que ces data scientists, chaque semaine ou chaque mois, envoient une liste de ces clients le plus à risque de partir. Et évidemment, s'ils sont rentables, s'ils ne sont pas rentables, ça ne vaut peut-être pas la peine de les conserver, mais les clients rentables qui ont des signaux faibles de risque à partir, de créer un modèle corrélatif qui sera envoyé aux équipes commerciales et de service clientèle pour que ces clients-là soient soit appelés directement, soit reçoivent des offres promotionnelles pour les conserver. Parce qu'on sait tous, par exemple, que ça c'est une donnée générale, qu'il coûte 5 fois plus cher d'acquérir un nouveau client, peu importe le domaine, que de conserver un client existant. Voilà. Donc ça peut être un exemple. De commencer par un problème très spécifique et très important actuel et de décider de faire un cas d'usage en utilisant beaucoup plus de données et de croiser beaucoup plus de données qu'on le fait actuellement et d'utiliser des systèmes statistiques corrélatifs pour trouver des corrélations et entre des clients et à risque et de les identifier. Ça peut être un exemple et on peut faire ça dans tous les domaines de l'entreprise. OK. Un très grand merci. Je ne sais pas s'il y a encore des autres questions. Sinon, je vais partager mon écran de nouveau. Alors, une très grande merci de votre part, Gilles, pour cette session tellement intéressante. Les diapositives de la présentation seront envoyées par une des prochains jours. Au nom de l'IBA Bruxelles Chapter, nous aimerons offrir à Gilles ce certificat d'appréciation, s'il vous plaît. Merci infiniment de m'avoir accordé l'honneur de faire cette présentation ce soir. Avant de conclure ce soir, nous voulons vous demander quelques feedbacks sur notre session. Alors, si vous voulez aller cliquer sur cette code QR ou donner votre avis à le lien qui est affiché sur l'écran, certainement. Je peux aussi passer tout ça dans dans un message. Vous pouvez cliquer, certainement. À côté de notre billet café hebdomadaire online, où vous pouvez connaître le billet du monde entier dans une conversation informelle, le 19 mai, on organise une autre session avec Klaus Hirschmann, qui vient parler de nous du Marseille, pour une session concernant l'agilité.
Et avant de terminer pour ce soir, nous voulions vous demander une feedback sur la séance d'aujourd'hui. Merci bien et à la prochaine, je vous dis. Merci Christophe, merci Philippe et merci à tous les participants pour cet échange très enrichissant.